pratique quotidienne. Et d'après ces cas cliniques, on aura des réflexes à retenir que tout praticien doit connaître. Tout praticien prenant en charge un nouveau-né ictérique ou là devant un nouveau-né ictérique, il doit avoir ces réflexes. Le deuxième volet de la présentation, ça va être un peu plus théorique, ça va être sur les thérapeutiques et les moyens thérapeutiques utilisés quand on a un nouveau-né qui est ictérique. Donc, l'ictère, c'est un symptôme qui est très fréquent en néonatologie. En période néonatale, 60 à 70% des nouveau-nés vont faire de l'ictère. Dans la majorité des cas, l'ictère le plus fréquent, c'est l'ictère physiologique, certes, mais c'est un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire que c'est un diagnostic que je ne peux retenir qu'après avoir éliminé les autres causes qui sont beaucoup plus graves. Et l'ictère, avec ces deux composantes, que ce soit l'ictère à bilirubine libre ou l'ictère à bilirubine conjuguée, c'est un symptôme qui peut être révélateur d'une pathologie grave. Et le risque avec l'ictère à bilirubine libre, c'est l'évolution vers l'encéphalopathie hyperbilirubinémique. Qui dit encéphalopathie hyperbilirubinémique dit des séquelles neurosensorielles irréversibles, malheureusement, qui pouvaient être évitables. Le deuxième type d'ictère, c'est l'ictère à bilirubine conjuguée. Et là, on craint surtout l'atrésie des voies biliaires avec l'évolution vers la cirrhose hépatique. Donc, vu la gravité des signes, des pathologies qui peuvent être révélées par l'ictère néonatal, il y a une nécessité d'avoir une démarche diagnostique qui est rigoureuse afin d'éviter l'évolution vers des pathologies ou les découvertes de pathologies qui peuvent évoluer vers des complications qui sont très graves. Avant d'entamer la partie pratique, la partie des cas cliniques, je vais faire un petit rappel sur la physiopathologie. La connaissance de cette physiopathologie, elle a un grand intérêt, que ce soit en matière de compréhension des étiologies ou dans le traitement, le volet thérapeutique de la pathologie. Donc, l'ictère, quand on parle d'un ictère, c'est quoi? C'est la bilirubine. Donc, l'ictère, c'est le dépôt de bilirubine. C'est un pigment qui donne cette coloration jaunâtre à la cutanée et au tégument. D'où vient la bilirubine? Donc, vous le savez très bien, c'est la dégradation des globules rouges. Donc, l'hémolyse va libérer la bilirubine, qui est un composant important de l'hème. Donc, après la lyse des hématies, on aura de la bilirubine sous la forme libre. Et la forme libre de la bilirubine, elle-même, au niveau du secteur vasculaire, se trouve deux formes. Elle-même, elle va se diviser en deux formes. Une forme qui est non liée à l'albumine. Et c'est cette forme qui est très dangereuse, tout simplement parce que c'est une forme qui peut traverser la barrière hémato-méningée et être responsable de lésions cérébrales. La deuxième forme de la bilirubine libre, c'est la bilirubine liée à l'albumine. Et là, c'est très important à connaître parce qu'on va avoir dans le volet thérapeutique l'existence de l'albumine. Donc, la bilirubine liée à l'albumine, c'est une bilirubine qui va être captée par les hépatocytes. Donc, elle va atterrir au niveau du foie. Et au niveau du foie, elle va subir ce qu'on appelle la glycuronoconjugaison pour se transformer en bilirubine hydrosoluble. Cette bilirubine hydrosoluble, elle va se transformer en urobilinogène et stercobilinine, ce qui vont passer au niveau des selles et au niveau des urines. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui donne cette coloration marron aux selles. Donc, la coloration, c'est dû au passage de la stercobiline. Donc, on a plusieurs étapes. Étape vasculaire, où on a la bilirubine libre, l'étape de hépatocyte, au niveau des hépatocytes, ou l'étape hépatique, où il y a la formation de la bilirubine conjuguée qui va être éliminée au niveau des intestins et au niveau des urines. Et bien sûr, une partie, elle va être réabsorbée par l'intestin et elle va repasser au niveau du foie. C'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. Cette physiopathologie, elle était connue, mais il y avait toujours un mystère du passage de la bilirubine conjuguée
la transformation en neurobilinogène. Donc, dernièrement, et vous voyez que c'est une étude qui est récente, donc une découverte qui a été faite par une équipe américaine. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert qu'il y a une enzyme qui permet la transformation de la bilirubine en neurobilirubine. Et cette enzyme, ils l'ont appelée BILI-R. Et cette BILI-R, elle a la particularité d'être une enzyme microbienne. Comme vous voyez, elle dépend de la présence de bactéries au niveau des intestins. Donc cette découverte, elle a permis, comme vous voyez ici, ils ont conclu que cette découverte prouve que le microbiote intestinal, il a un rôle à jouer dans l'apparition de l'ictère. Et cette enzyme, elle a une particularité chez le nouveau-né, c'est qu'elle est présente, mais en toute petite quantité. C'est ce qui peut expliquer la présence et la fréquence de l'ictère chez le nouveau-né. On va revenir par la suite à cette physiopathologie qui aura un impact sur la thérapeutique par la suite. Et on passe à la partie pratique et je vous présente la première observation. C'est l'observation d'un nouveau-né qu'on a admis à J3 de vie au service. C'est un nouveau-né de sexe masculin qui nous a été adressé d'un CHP, d'un centre hospitalier provincial. Et le motif du transfert, c'était un ictère précoce. Dans les antécédents, c'est un nouveau-né de mère âgée de 36 ans, 5e part, 5e geste. La mère, elle est connue de groupe O, rhésus D négatif, avec RAI positif. Anamnèse infectieuse négative et un âge gestationnel qui est à terme, donc c'est un bébé à terme avec un ictère précoce et un antécédent et une mère qui a un groupage rhésus négatif avec RAI positif. Quand on creuse dans les antécédents, on trouve que cette maman, 5e geste, 5e part, elle a un premier enfant de sexe masculin âgé de 15 ans qui est tout à fait normal. Un deuxième enfant âgé de 13 ans, aussi normal, il n'y a aucun antécédent. Par contre, pour son 3e bébé, il est de sexe masculin et la mère, elle rapporte la notion d'hospitalisation au service où il a bénéficié d'une exsanguino-transfusion. Pour le 4e bébé, il est décédé à J6 de vie dans un tableau d'encéphalopathie hyperbilirubinémique. L'histoire de ce bébé qu'on a admis à J3, ça remonte à H4 de vie. Le médecin, il a constaté, le pédiatre au CHP, il a constaté la présence d'un ictère, donc c'était un ictère précoce, très précoce. Il l'a hospitalisé pendant 3 jours dans l'hôpital périphérique où il a bénéficié de la photothérapie intensive. Devant l'aggravation de l'état clinique du bébé, avec aggravation biologique et ascension des chiffres de la bilirubinie, il était obligé de nous contacter pour éventuel transfert. C'est le bébé à l'admission. Le cri, la position de la tête, les mouvements de boxage et de pédalage au niveau des membres. Donc, à l'admission, il avait un ictère cutanéo-muqueux qui était généralisé. C'est un bébé qui était conscient, mais très hypotonique, avec un rejet de la tête en arrière, un cri, ce qu'on appelle un cri neurologique, un cri aigu. Il n'avait pas de splénomégalie, il n'avait pas d'hépatomégalie et pas de fond de pâleur. Pardon. Lorsqu'on a établi un score, c'est le score de Butani qui permet d'évaluer la gravité de cette atteinte neurologique. Le score de Butani, il était aux alentours de 5-6, ce qui est très élevé. Donc, en conclusion clinique,
Tout le monde est d'accord, c'est un tableau d'encéphalopathie hyperbilirubinémique aiguë chez un nouveau-né admis à J3 de vie pour un ictère précoce de mère quand même qui a des antécédents chargés, cinquième geste, cinquième part, de groupage au rhésus négatif, RAI positif avec antécédent d'ictère précoce dans la fratrie. L'un a fait l'exsanguino, l'autre il est décédé dans un tableau d'encéphalopathie. Effectivement. Effectivement, il fallait le transférer. Donc, la question qu'on se posait, on est là, le tableau d'encéphalopathie aiguë, il est là, mais on se posait la question, est-ce que c'est une encéphalopathie qui est due à l'incompatibilité Rhésus 1, actuellement le Rhésus DC appelé Rhésus 1, isolé, ou vu la gravité du tableau clinique et les antécédents chargés, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une incompatibilité Rhésus 1 associée à autre chose, soit un ictère dans incompatibilité avec un autre Rhésus ou un autre système. On revoit le bilan qui a été fait au niveau du centre hospitalier. On voit que la bilirubine elle ne cesse d'augmenter et lorsqu'on répertorie ces chiffres sur la courbe de photothérapie, on voit que effectivement le premier jour il y avait une indication à la photothérapie, mais dès le deuxième jour les chiffres. Voilà, la deuxième courbe, c'est la courbe de l'exsanguinotransfusion. On voit que ce bébé, dès H48, il avait déjà besoin d'une exsanguinotransfusion. Donc, ictère, systématiquement, il faut demander la bilirubinémie. Donc, bilirubinémie totale, elle était à 229. Avec une prédominance libre, elle est à 221, donc on est bel et bien devant un tableau d'ictère à bilirubine libre. Sur l'hémogramme, il avait une hémoglobine A14, mais si on revient au bilan qui a été fait au niveau du CHP, c'est un bébé qui avait une hémoglobine à 18. Donc c'est en 3 jours, il a déglobulisé. Donc c'est un bébé qui hémolyse. Le groupage du bébé, c'est un O rhésus négatif, positif, avec un test de Coombs qui est positif. On a fait l'identification des RAI, c'est une incompatibilité dans le système rhésus 1, dans le système rhésus D. La prise en charge, elle a consisté à une exsanguinotransfusion, photothérapie intensive avec relais par la photothérapie conventionnelle et une surveillance clinico-biologique, l'évolution, disparition de l'ictère, amélioration du score de Butani qui passe de 6 à 1. La bilirubinémie post-exsanguino, elle a diminué. Après un recul de 3 ans, ce bébé, il a des séquelles neurosensorielles avec surdité. Si on voudrait avoir des réflexes à partir de cette observation, la première des choses, ictère précoce, c'est un ictère qui apparaît moins de 24 heures. C'est une indication à l'hospitalisation parce qu'on ne peut pas avoir un ictère physiologique précoce. Non, ictère précoce, c'est un ictère pathologique et ça nécessite l'hospitalisation. Le deuxième réflexe, c'est un nouveau-né à haut risque, un très haut risque, vu les antécédents chargés de la mère. Elle est rhésus négatif. C'est une maman qui a déjà eu un bébé qui a bénéficié d'une exsanguino, un autre bébé qui est décédé dans un tableau d'encéphalopathie. Donc la prise en charge, elle devait être précoce et dans une structure adaptée. Et même la surveillance, elle devait être plus rigoureuse. On ne peut pas se permettre d'attendre 24 ou 48 heures pour redemander un autre bilan après la photothérapie. Les signes qu'on a vus chez le patient, c'est des signes d'encéphalopathie aiguë. Au début de ma carrière, on nous disait, lorsqu'il y a les signes d'encéphalopathie, ça sert plus à rien de faire l'exsanguinotransfusion. Avec les recommandations actuelles, même en présence de signes d'encéphalopathie aiguë, il y a une indication à l'exsanguinotransfusion. Certes, on ne va pas faire disparaître les lésions qui sont déjà apparues, mais au moins stopper le processus et limiter les dégâts. D'ailleurs, notre patient, il a gardé quand même une surdité. L'hyperbilirubinémie, les pics de hyperbilirubinémie, ils sont neurotoxiques. Donc, il y a un risque d'encéphalopathie et des risques de séquelles neurologiques qui sont
irréversibles, mais évitables, qu'on peut éviter par une bonne surveillance, une bonne prise en charge. Il est de notre rôle de sensibiliser les mères, parce que c'est une dame quand même qui a eu 5 grossesses avec un antécédent d'hospitalisation au service, et elle n'a pas été sensibilisée pour accoucher dans une maternité de 3e niveau ou dans une structure adaptée où une exsanguino-transfusion pourrait être réalisée. Et on doit aussi les sensibiliser pour la prévention, l'administration du sérum anti-D dans les heures qui suivent l'accouchement. Un autre réflexe et un autre aspect pratique, c'est le groupage et le résus et le RAI. Donc, toute femme enceinte, elle doit obligatoirement avoir un groupage résus en plus du RAI, même s'il est résus positif, parce qu'elle peut avoir une allo-immunisation d'autres étiologies que le résus D. Donc, si la mère est de résus négatif, le pédiatre, il doit faire un groupage et un test de Coombs au niveau du cordon ombilical. C'est-à-dire que la prise en charge, elle commence dès la salle de naissance. Au cours du séjour à la maternité, il faut connaître les nouveau-nés à risque et faire un dépistage des nouveau-nés à risque. Quand on a un âge gestationnel qui est inférieur à 38 semaines, quand on a un ictère précoce, c'est des signes de gravité, c'est des signes qui nous disent que ces nouveau-nés, ils sont prédisposés à faire un ictère grave. C'est aussi le cas des nouveau-nés de mère résus négatif, quand on a des antécédents familiaux de maladies hémolytiques telles que le J6PD ou la sphérocytose, quand on a un antécédent d'ictère dans la fratrie ou des antécédents chargés chez la mère, elle a fait des morts fœtales in utero, des fausses couches, donc tout ça, ainsi que la bosse sérosanguine. Et quand on a aussi un élément important, c'est la succion inefficace. Quand on a un allaitement maternel exclusif qui est inefficace, là, il y a un risque de développer, le bébé il a un risque de développer un ictère qui est grave. Donc c'est un bébé à risque qu'il faut surveiller de près, et une surveillance qui va être plus rapprochée que chez un nouveau-né. Bien sûr, tous les nouveau-nés à la maternité doivent être surveillés, mais ceux qui sont à risque doivent bénéficier d'une surveillance encore plus rigoureuse. À la maternité, généralement, on doit faire une évaluation visuelle de l'ictère, tout en sachant que l'évaluation visuelle n'est pas très fiable. Elle dépend de l'éclairage, de l'intensité de l'ictère, du siège de l'ictère, d'où l'intérêt d'avoir et de doter les maternités de ce qu'on appelle le bilirubinomètre transcutané ou le biliflash, qui reste quand même un moyen de dépistage qui permet de limiter les prélèvements chez les nouveau-nés, mais il ne remplace en aucun cas le prélèvement biologique. Et bien sûr, les chiffres qu'on a à partir du bilirubinomètre, elles doivent être répertoriés sur une courbe qui est spéciale pour la bilirubine transcutanée. Mais lorsqu'on trouve des chiffres qui indiquent la photothérapie, on ne pourra jamais, donc un autre réflexe, on ne pourra jamais indiquer une photothérapie sur la bili transcutanée seule. Il faut, là, c'est une indication à prélever le bébé, à faire une bilirubinémie sanguine. C'est bon pour la première présentation. On passe à la deuxième présentation. C'est un nouveau-né de sexe masculin qui consulte à J17 de vie. Bébé à terme, accouchement médicalisé par voie basse, tout allait bien, bonne adaptation à la vie extra-utérine, sous allaitement maternel exclusif, l'anamnèse infectieuse positive, et la mère, elle consulte à J17, J18 de vie pour un ictère qui est apparu à J3 de vie. Examen à l'admission, c'était un nouveau-né à terme, eutrophique, présence d'un ictère cutanéo-muqueux qui était généralisé. Les réflexes archaïques, ils étaient présents, pas de dysmorphie faciale, pas de bosse sérosanguine ni céphalématome, un bilan malformatif qui était négatif. Comme synthèse clinique, c'est un ictère prolongé, étant donné qu'il est venu à J17, J18 de vie. Donc, ictère prolongé isolé chez un nouveau-né de mère primigeste, primipare, avec une anamnèse infectieuse qui était négative. L'accouchement s'est déroulé sans incident, avec une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Dans ce cas, quel examen on va demander? La bilirubine, effectivement.
Le premier examen à demander chez un nouveau-né ictérique, c'est la bilirubinémie, parce que c'est elle qui va nous permettre de trancher. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un ictère à bilirubine libre ou dans le cadre d'un ictère à bilirubine conjugué? Bien sûr, lorsqu'on est devant un malade en pratique, on demande plusieurs examens en même temps. Donc, on a demandé une bilirubinémie. Elle était à 190 mg par litre avec bilirubine libre à 175. Donc, on est devant un tableau d'ictère à prédominance libre. L'hémoglobine, il était à 15 et la CRP, elle était négative. Par la suite, effectivement, on a demandé un ECBU et une TSH. Le CBU, il était stérile. Effectivement, l'infection urinaire peut donner un ictère, peut se manifester par un ictère qui se prolonge. Et on a demandé un bilan thyroïdien. La TSH, elle était très élevée, on l'a contrôlée parce que généralement on ne se base pas sur la première valeur pour traiter, étant donné que c'est un traitement quand même qui est de longue durée. Donc recontrôler, toujours, la TSH elle est augmentée avec le T4 qui était effondré. Donc c'est un tableau d'hypothyroïdie congénitale, révélé par un ictère prolongé, isolé. Donc, comme prise en charge, ce bébé il a bénéficié d'une échographie cervicale qui s'est révélée négative et on a commencé un traitement par la levothyroxine avec surveillance. Après un recul de 10 mois, c'est un bébé qui a un bon développement psychomoteur par rapport à l'âge. Oui. Étant donné qu'on doit avoir une étiologie, est-ce que c'est périphérique ou centrale? Et parfois, on peut trouver des nodules au niveau de l'îlot, on peut avoir une agénésie de la thyroïde. Et quand elle est normale, c'est fort probable une origine centrale de l'hypothyroïdie. C'est bon? Juste le temps d'intervalle entre quand vous avez demandé un contrôle de la TSH. Une semaine. Et là, généralement, on fait une semaine. Mais devant ce cas où il était déjà à J17 et on était devant des chiffres qui sont très élevés, on a demandé un contrôle chez un autre laboratoire. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais par contre, pour les bébés qu'on voit à J4 ou J5, on attend une semaine pour redemander parce qu'il y a une période qui peut être transitoire. On fait TSH T4 pour commencer le traitement. C'est ce qu'on fait, mais c'est l'intérêt du dépistage. Normalement, il faut faire systématiquement le dépistage sur le papier buvard pour dépister l'hypothyroïdie congénitale. Oui, c'est une très bonne chose. Malheureusement, on n'arrive pas à... Ça se fait à l'hôpital également. Ça se fait à l'hôpital. Ça se fait à l'hôpital depuis 8 mois, on a découvert 2 hypothyroïdes. Oui. Papier buvard. Sur le papier buvard, c'est un projet du ministère de la Santé. Et on essaie de le généraliser, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore généralisé dans toutes les maternités. Ça se fait. À 25, le TSH sanguine, pas sur le... Il faut, on est le mercredi, d'ici le lundi, il faut refaire une autre. Si le bébé, il est encore... il a quel âge? J5, vous avez encore un peu de temps, donc on peut demander d'ici le lundi, par exemple, on pourra demander le TSH de contrôle. Et en plus, on a même un souci parce qu'il faut un laboratoire qui est fiable. Parce que c'est un traitement qu'on va démarrer et un traitement qui est au long cours. Donc, et par la suite, on peut se retrouver avec une hyperthyroïdie si on n'est pas. Donc, on préfère 2, d'ailleurs, même chez notre patient, on a fait 2 dosages avant de démarrer le traitement. Mais là, dans ce cas, on a demandé juste chez un laboratoire chez qui on est sûr que c'est bien fait. Donc, pour les réflexes, à partir de cette observation, un ictère qui dépasse 10 jours chez un nouveau-né à terme, 15 à 21 jours chez le prématuré, c'est un ictère prolongé. L'ictère prolongé, il doit bénéficier d'un bilan étiologique.
au moins le CBU et le bilan thyroïdien. L'ictère au lait de mer, c'est aussi un ictère qui se prolonge, mais c'est un diagnostic d'élimination qu'il ne faut retenir qu'après avoir éliminé des causes qui sont beaucoup plus graves. Et cette observation, comme on l'a dit, elle évoque l'intérêt du dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale. Chaque jour, ça compte pour le développement de ce bébé. Donc, il faut un dépistage à la maternité. Il faut généraliser le dépistage de l'hypothyroïdie à toutes les maternités. L'ictère au lait de mer, Il y a également- quelle est la... On peut accepter jusqu'à combien de... C'est pas qu'on peut accepter. L'ictère au lait de mer, c'est pas des chiffres. C'est l'état clinique, c'est un bébé qui va tout à fait bien. Mais quand même, je dois demander un bilan. Et quand le bilan est négatif, il n'a pas d'infection urinaire, il n'a pas d'hypothyroïdie, il n'a pas d'autres pathologies associées, on peut dire que c'est un ictère au lait de mer. Il n'y a pas de chiffre précis, ça dépend de l'âge chronologique. De petit, si le bilan thyroïdien était normal, et il a 175, on fait quoi? Parfois, il donne ces chiffres. Oui, parfois il donne ce chiffre. D'ailleurs, on disait qu'il fallait faire un test thérapeutique. Maintenant, on ne le fait plus. On a arrêté l'allaitement et non, actuellement, on laisse le bébé sous allaitement, mais on voit que c'est un ictère d'un jour à l'autre parce que c'est question d'adaptation. Il va en s'améliorant. Au-delà de 7 jours, il n'y a pas de risque d'ictère nucléaire. Au-delà de 7 jours. Ça dépend des chiffres. Si des chiffres qui étaient élevés dès le début, et ça se prolonge, on va avoir. Mais par contre, pour la photothérapie, au-delà de 15 jours, on ne le fait plus. On le fait plus. Dans notre contexte, c'est au-delà de 15 jours, on ne fait plus de photothérapie systématique. Oui. Par rapport à l'infection urinaire, Oui. il donne une composante. Oui. C'est un ictère mixte. Ou parfois, c'est un ictère à bilirubine conjugué, surtout quand il s'agit de l'Escherichia coli, qui est un tropisme hépatique. La deuxième remarque, parfois, parce qu'on me demande, quand on est positif, on traite ou on ne traite pas. Je ne me dis pas positif. Du CBU. Quand il y a une leucocyturie ou une bactériurie, il faut traiter. Il faut traiter. C'est un signe d'infection urinaire. Oui, l'infection urinaire, elle peut se révéler par un ictère et surtout par un ictère qui est prolongé par une mauvaise prise pondérale. Là aussi, ça peut être une infection urinaire. Quand on a une leucocyturie ou une bactériurie, il faut traiter. Il y a une remarque il faut un examen bactériologique fait dans les règles de l'âge. Bien sûr. Et le prélèvement pour le CBU, il doit être fait avec des règles d'asepsie qui sont rigoureuses pour que ça ne soit pas une source d'erreur. Il y a également une remarque durant notre pratique que l'ictère par incompatibilité ABO, c'est un ictère prolongé. C'est un ictère qui est prolonge, tardif, qui se prolonge. qui est tardif et qui se prolonge. Mais l'avantage par rapport, la différence par rapport à l'ictère par incompatibilité Rhésus, c'est des chiffres qui ne sont pas très élevés et qui répondent à la photothérapie. Mais parfois, il donne des hémolyses qu'on a transfusées. Qu'on a À 2 reprises, 3 reprises. Effectivement. Surtout lorsque l'incompatibilité ABO elle est associée à autre chose. Quand elle est associée à un déficit en G6PD, quand elle est associée à l'infection, quand elle est associée à une sphérocytose, l'ictère, il peut être précoce et il peut être grave au point d'avoir recours à la transfusion. Parce que c'est des bébés qui hémolysent. La compatibilité. Oui. On est. Pardon? Francis, on est. On est des leucocytes. On est négatif de Toujours leucocytes. chez le volet, c'est on est. On est Non, négatif. il y a un papa qui a porté plainte contre nous. C'était parce que justement, il y avait des petits qui a fait une hémorragie, donc elle était transfusée par le négatif. C'était une petite fille. Et récemment, elle est tombée enceinte, donc le groupe sanguin, c'était un autre groupe. Et le papa dit non, j'ai vu que mon enfant, on avait transfusé le on est. Normalement, si on veut être il y a un tableau où on transfuse en prenant en considération le groupage du bébé, le groupage de la mère, mais sincèrement, en pratique, c'est très difficile. Très difficile. Sauf qu'il faut préconiser du haut nec et de préférence, chose qu'on n'arrive pas à faire tout le temps, un sang déleucocyté, phénotypé et CMV négatif. La sécurité, c'est le haut négatif. Oui. Finalement,
Très difficile. Non, Dans le C'est cas dans le où la négatif. suspicion de lait maternel Transfusion est directe. responsable de l'ictère, est-ce qu'il est encore d'actualité de chauffer Non, non, non. Actuellement, il ne faut plus réchauffer. D'ailleurs, ni le test thérapeutique de l'arrêt de l'allaitement, ni le réchauffement du lait ne sont plus recommandés. Parce que le fait de le réchauffer, ça fait diminuer les bénéfices du lait maternel. Non, c'est plus indiqué. Elle doit continuer à allaiter, mais bien sûr, après avoir éliminé les autres causes qui peuvent donner un ictère prolongé. en fonction de la tête. La tétée, effectivement. Et c'est un bébé qui va tout à fait bien, parce que le bébé en hypothyroïdie, il aura l'hypotonie, il aura d'autres signes qui vont dire que c'est un ictère qui est pathologique. La troisième observation, c'est celle d'un bébé de sexe féminin qu'on a admis à J9 de vie pour un ictère, donc pas de notion de consanguinité. La mère est de groupe A résus-T positif, grossesse mal suivie, des sérologies qui n'étaient pas faites, accouchement par voie basse, c'était un accouchement qui était très dystocique avec utilisation de ventouse. L'anamnèse infectieuse est négative, c'est un bébé qui a reçu de la vitamine K à la naissance. Et le motif de consultation, c'était un ictère qui a été constaté à J4 de vie. À l'admission, bébé qui était très ictérique, il y avait un ictère intense, eutrophique, une énorme bosse sérosanguine qui fait 1 cm sur 10, pas de dysmorphie faciale, une légère hypotonie axiale avec des réflexes archaïques qui étaient quand même présents, pas d'hépato, pas de splénomégalie. Donc, ictère tardif chez un nouveau-né issu d'un mariage consanguin, mère A résus D positif, accouchement dystocique par voie basse avec utilisation de ventouse, et à l'examen, on a un ictère intense avec une bosse sérosanguine sans hépato ni splénomégalie. Devant l'ictère intense, on a hospitalisé le bébé, on ne l'a pas géré à titre externe, d'autant plus qu'il avait cette énorme bosse sérosanguine, et on se posait la question, cet ictère tardif, est-ce qu'il est dû seulement à la résorption de cette énorme bosse sérosanguine, ou est-ce qu'il y a une autre étiologie associée à la résorption de la bosse sérosanguine? On a fait un bilan, donc le bébé il présente un ictère, bien sûr il faut une bilirubinémie, je l'ai cachée, je la laisse pour la suite, et la mère, même s'il est au résus, à résus positif, on a demandé le groupage et le test de Combs chez le nouveau-né. Donc le groupage il était au résus positif avec un test de Combs qui était négatif. Donc ça élimine l'incompatibilité érythrocytaire. Donc l'hémogramme il était normal, le CRP il était négatif. Le bilan d'hémostase, vu l'énorme bosse sérosanguine, on a demandé un bilan d'hémostase, il n'y avait pas d'anomalie. On demande bien sûr en même temps la bilirubinémie, on se retrouve avec une bilirubinémie totale à 195 avec une bilirubine conjuguée qui était à 185. Donc c'est un ictère à bilirubine conjuguée. Les transaminases étaient légèrement élevées. Numération correcte. Numération correcte. Donc on est devant un tableau d'ictère à bilirubine conjuguée, donc on est devant une cholestase biologique. Bien sûr, ictère cholestatique, il faut demander une échographie. On a demandé l'échographie, il n'y avait pas de, le radiologue nous a répondu pas d'anomalie hépatobilio-pancréatique et pas d'hématome surrénalien, parce que vu l'énorme hématome, on a demandé même à la recherche d'un hématome profond qui serait responsable de cet ictère. Mais quand on s'est retrouvé avec un ictère à bilirubine conjuguée, ce n'est plus la résorption de l'ictère, c'est autre chose. Oui. Normalement, il fallait aussi faire un ETF quand même avec la grosse bosse sérosanguine pour voir oui. En fait, oui. Ça a été fait, sauf que là, je suis localisée sur tout ce qui est ictère, mais même l'échographie abdominale, elle était demandée à la recherche de deux choses. L'hématome profond, surtout l'hématome surrénalien, et la recherche
d'une cause qui est redoutable en matière d'ictère cholestatique, qui est l'atrésie des voies biliaires. Donc, on a eu cette réponse. C'est un malade qu'on a bien sûr hospitalisé. Effectivement, ictère cholestatique, comme réflexe, séparation des selles des urines, parce que les selles, elles peuvent être colorées par les urines. Donc, on a fait l'épreuve de séparation des selles des urines, et c'était ça le résultat. C'était des selles décolorées de façon complète et permanente. Cholestase, administration de vitamine K, afin d'éviter le syndrome hémorragique qui peut en résulter. Donc, on est devant une cholestase qui est complète, qui est permanente. On s'est acharné, on a demandé une autre échographie par, tout d'abord l'échographie par quelqu'un qui est expérimenté, qui est plus expérimenté que lui. Donc la deuxième échographie a été faite avant, donc à jeun, avant et après l'ATT. Elle a révélé des voies intra- et extra-hépatiques qui ne sont pas dilatées. La vésicule biliaire, elle était à contenu transsonore, mais qui ne se vidait pas après l'ATT. Il n'y avait pas de polysplénie, parce qu'on a l'habitude de voir la polysplénie avec l'atrésie des voies biliaires, pas de kyste au niveau du pédicule hépatique, et pas avec le signe qui accompagne le signe, le corde triangulaire, il n'était pas là. Donc, tout ce qu'on avait qui était suspect, c'est cette vésicule qui ne se vidait pas après la TT. En concertation avec nos collègues chirurgiens, on a opté pour une exploration chirurgicale. Et l'exploration chirurgicale, elle a confirmé le diagnostic de l'atrésie des voies biliaires, une vésicule qui est pleine avec stase du produit ossifiant, opacifiant. البليغ ما تخدمش Déjà faire une bili-IRM et en jour bili-IRM chez un nouveau-né, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Donc, en pratique, comme réflexe, toujours ictère cholestatique, épreuve de séparation des selles des urines. En présence d'une cholestase totale et permanente, le premier diagnostic, qui est une urgence à la fois diagnostique et thérapeutique à éliminer, c'est l'atrésie des voies biliaires. Comme vous voyez, l'atrésie des voies biliaires, il y a plusieurs types. Donc, une échographie normale, elle n'élimine pas, elle n'écarte pas le diagnostic d'atrésie des voies biliaires extra-hépatiques. Et toujours, en présence d'une cholestase, il faut prévenir le syndrome hémorragique par l'administration de vitamine K. Et quand on a un ictère à bilirubine conjuguée, il faut un bilan étiologique et un traitement étiologique. Donc, le traitement et l'approche thérapeutique d'un ictère cholestatique, elle est une approche étiologique et non pas une approche symptomatique. Donc, tout ce qui est ictère cholestatique, que ce soit d'une origine métabolique ou d'une origine infectieuse ou une origine chirurgicale, c'est un traitement qui est étiologique. Donc, l'approche thérapeutique qu'on va aborder maintenant, c'est l'approche thérapeutique de l'ictère à bilirubine libre. Parce que l'ictère à bilirubine conjuguée, c'est une approche thérapeutique étiologique. Et bien sûr, le gold standard du traitement symptomatique, c'est la photothérapie. La photothérapie, comme vous le savez, c'est une lumière qui va transformer la bilirubine en photodérivés qui sont directement éliminés dans les selles et les urines. Donc, cette étape hépatique, elle va être court-circuitée. Donc, ça va accélérer l'élimination de la bilirubine. C'est un traitement purement symptomatique qui n'influence ni la production, ni l'étiologie de l'ictère. Donc, si un nouveau-né présente un ictère hémolytique, l'hémolyse, elle va rester là. Même si je fais la photothérapie, elle va éliminer l'excès de bilirubine, mais la production, elle reste. Donc, ça ne permet pas de traitement étiologique, mais c'est un traitement purement symptomatique. Toute indication thérapeutique de
d'indication de la photothérapie, elle doit se baser sur le dosage sanguin et non pas la bilirubinémie transcutanée. Donc, il faut un dosage sanguin et ce dosage sanguin, il doit être interprété en fonction des courbes. Et toutes les courbes récentes actuelle, elle se base, donc là c'est la courbe avec laquelle on a travaillé des années au service, c'est la courbe de l'Association américaine de pédiatrie en 2004. Il se base sur les facteurs de risque, l'âge en heure et le taux de bilirubine. Donc vous voyez ici des enfants à bas risque, à haut risque, un risque médium, et là il y a une classification des nouveau-nés à haut risque et à bas risque. Donc, et il faut toujours une bilirubinémie sanguine qu'il faut répertorier sur ces courbes en fonction du risque encouru par le patient. Actuellement, depuis 2022, il y a eu de nouvelles recommandations, de nouvelles guidelines de l'American Society Academy de pédiatrie, et c'est la nouvelle courbe qu'on a commencé nous aussi à utiliser depuis une année et demie au service. Donc c'est les nouvelles courbes, et toujours c'est l'âge en heure, le total du sérum ou de la bilirubine en milligrammes par décilitre, et toujours on prend en considération et l'âge postnatal et les facteurs de risque chez le nouveau-né. Donc toujours, avant de poser l'indication d'une photothérapie, il faut un dosage sanguin de la bilirubine et fonction de ces courbes. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux anciennes courbes? Par rapport à ce qu'on a remarqué, parce qu'on a travaillé longtemps avec les anciennes courbes et les nouvelles courbes, pour ces courbes, elles sont beaucoup plus tolérantes. Ces dernières courbes, elles sont encore plus tolérantes. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Par exemple, dans l'ancienne courbe, avec 150 de bilirubine, je le trouve ici, à J5, il y avait encore l'indication à la photothérapie. Maintenant, vous voyez à J5, donc, et d'ailleurs, il y avait une étude critique qui a été réalisée après ces courbes, et ils ont constaté qu'il y a eu une diminution des indications de la photothérapie après l'avènement des nouvelles courbes. Donc c'est surtout ça qui a changé par rapport au... Donc ils ont, et bien sûr ces courbes, ils se sont basés sur des études pour les élaborer. On fait de moins en moins de photothérapie avec Redley. Pour être sincère avec vous, on continue à travailler avec les anciennes courbes. On continue parce qu'on a plus de sécurité. Moi, personnellement, parce qu'on n'a pas la surveillance. Effectivement, on n'a pas la surveillance rigoureuse et on a des patients qui ont des difficultés d'accès aux soins. Donc, on travaille aussi avec les anciennes courbes. Ça nous rassure beaucoup plus. C'est adapté à notre contexte. Donc, l'efficacité de la photothérapie, elle dépend de plusieurs facteurs. Bien sûr, de la distance entre la peau et la source lumineuse, de la surface exposée. Bien sûr, plus la surface exposée à la lumière est grande, plus l'efficacité et la décroissance de la bilirubine est rapide. C'est la raison pour laquelle il faut déshabiller le malade, faire une couverture sur les yeux, une couche au niveau des organes génitaux externes, mais il faut exposer la majorité du corps à cette lumière. Bien sûr, l'efficacité, elle dépend de la durée d'exposition et l'influence aussi la dose de photothérapie appliquée. L'efficacité, elle a nettement augmenté après l'avènement de ce qu'on appelle les tunnels, la photothérapie intensive. Cependant, la photothérapie intensive, elle a des limites, surtout pour les nouveau-nés qui ont moins de 2000 grammes. Dans les recommandations, il ne faut pas mettre un nouveau-né qui a moins de 2000 grammes dans un tunnel, ni les nouveau-nés qui ne sont pas stables sur le plan respiratoire ou hémodynamique, parce qu'il y a un risque d'effet indésirable. Et toujours, lorsqu'on indique une photothérapie, il faut évaluer l'efficacité par le dosage sanguin. Ce dosage sanguin se fait par la bilirubinémie sanguine, 8 à 12 heures après l'arrêt de la photothérapie
Et bien sûr, au moment de mettre le nouveau-né, lorsqu'il est sous photothérapie, il faut une surveillance rigoureuse des effets indésirables. Bien sûr, c'est une thérapeutique comme les autres, et toute thérapeutique, elle n'est pas diluée d'effets indésirables. Il y a des effets indésirables qu'on connaît depuis longtemps, l'hyperthermie, le syndrome du bébé bronzé, les lésions cutanées, les altérations hématologiques, les lésions rétiniennes, les désordres au niveau du cycle nictéméral de l'enfant. Et actuellement, on parle de plus en plus d'effets à long terme de la photothérapie en néonatologie, surtout le risque de cancer, de névus cutanés qui peuvent dégénérer par la suite et de risque de maladies allergiques. Les études d'Aro, il n'y a pas eu de relation, ça m'a cancer. Voilà une étude qui a été faite, c'est une étude qui a été publiée en 2019 et on note que dans cette étude, ils ont conclu que la photothérapie peut être associée à un risque élevé, légèrement élevé des tumeurs solides chez l'enfant, mais on ne pouvait pas exclure aussi l'effet toxique de la bilirubine. Donc on est entre les deux. Mais il indique, il appelle à minimiser l'exposition inutile à la photothérapie et de respecter les seuils de traitement recommandés. Donc, tant qu'il y a un risque, et d'ailleurs c'est une étude qui a été faite sur 3000 nouveau-nés qui ont reçu de la photothérapie et ils ont suivi leur évolution par la suite. Tant qu'il y a un risque, il faut minimiser l'indication et il faut garder la photothérapie pour les nouveau-nés qui en ont vraiment besoin. Je crois qu'ils ont imité la photothérapie de l'adulte. Parce que l'adulte, certaines maladies, ils ont donné des cancers. Juste, là-bas, vous avez parlé donc de contrôle bilirubinique 8 à 12 heures. Oui. Et quelquefois, on a un enfant, donc il est sur place, donc il a reçu sa séance. Déjà, justement, la deuxième question, la durée des séances. Comment un petit peu juger? Comment un petit peu préparer l'enfant, le bébé pour la durée qu'il aura? Et bien sûr, on a un bébé donc, qui est sous photothérapie, on va décrocher. Est-ce que je dois faire donc tout de suite ou là 6 heures. Elle va être, le chiffre, il va être biaisé. Donc, on ne peut pas faire, non, il faut attendre 6 heures. minimum 8 à 12 heures pour faire un contrôle. La durée d'exposition, elle va dépendre de l'indication. Par exemple, si j'ai un bébé qui a une bilirubinémie qui est très augmentée, et ça va dépendre de l'appareil utilisé, la machine utilisée. Par exemple, pour le tunnel, je peux me permettre de mettre un bébé dans le tunnel pendant 8 heures. 2 fois 4. Pendant 8 heures, et bien sûr sous réserve qu'il soit bien surveillé. 8 heures continues. 8 heures 2 fois 4. continues. 8 heures continues, on se permet de le faire sortir pour l'ATT. Pour l'ATT. 2 fois 4. Mais un nouveau-né, par exemple, il y a une incompatibilité ABO avec des chiffres qui sont très limites, on peut aller vers 6 heures. Donc, ça dépend de l'indication, ça dépend de l'appareil que vous utilisez. Un bilibed, ce n'est pas la même chose qu'un tunnel. La photothérapie conventionnelle, ce n'est pas la même chose. Il y avait des études qui comparaient l'efficacité de la photothérapie conventionnelle en continu ou en discontinu et ils n'ont pas pu trancher est-ce que la continue ou la discontinue qui est meilleure. Pour les ictères à taux de bilirubine qui est modéré, je dirais, donc on avait l'expérience de faire la photothérapie conventionnelle pendant 12 heures. Ça dépend de l'indication. Par exemple, si j'ai une incompatibilité Résus, non, c'est pas Résus, je parle de l'incompatibilité Résus, je ne peux pas mettre de la conventionnelle. Non, l'ABO avec des chiffres modérés. Je dis 140, 140, inférieur à 150. Ça dépend de l'appareil que vous avez. Et bien sûr, l'appareil, j'attire votre attention sur le fait que les ampoules, ils ont une durée de vie qui est limitée. L'entretien. Donc, il faut l'entretien de l'appareil et il faut un contrôle par la bilirubinémie sanguine pour être sûr est-ce que je suis ou je ne suis pas efficace. Non, mais on peut se permettre de faire une photothérapie continue pendant 12 heures. On peut se permettre.
pas le tunnel, la convention. À condition qu'il y ait une bonne surveillance et une bonne hydratation. Parce que la déshydratation elle-même, elle va majorer l'hyperbilirubinémie. Elle n'est pas systématique. Tout simplement parce que la déshydratation, c'est la déshydratation qui aggrave l'hyperbilirubinémie. Donc, un nouveau-né, il peut être bien hydraté s'il tète bien, s'il a une tétée qui est satisfaisante, une tétée, on peut le faire sortir pour la tétée. Et bien sûr, à chaque fois, on doit examiner est-ce qu'il n'y a pas de signe de déshydratation. D'ailleurs, c'est des bébés qui doivent être monitorés. On ne peut pas se permettre de mettre un bébé sous photothérapie sans qu'il soit surveillé par un monito multiparamétrique. Parce que comme on a vu, il y a des effets indésirables de la photothérapie. Je voulais savoir votre expérience. Là. Les Il y effets a des indésirables. motifs, Il peut faire une hyperthermie. L'hyperthermie elle-même, elle va aggraver l'hyperbilirubinémie. Il peut faire une déshydratation. Il peut faire un bébé, je le dis bien, on va cacher les yeux, mais si on le met sans surveillance, on peut même obstruer les voies aériennes. Et par la suite, on aura un décès. Donc, c'est des bébés qui doivent être surveillés. On ne peut pas accepter une photothérapie sans surveillance. Surveillé, mais non Motorisé. C'est des bébés qui doivent être monitorés. Confirmé, c'est la surveillance. Ils doivent être Surveillance monitorés. clinique, C'est des on a bébés dit. qui doivent être surveillés et monitorés. Je voulais savoir l'expérience du service dans le cadre les TGLIM dans l'hectare. Ça peut venir. Oui. L'étude. Il y a des facteurs de risque, c'est-à-dire durée dépendante, est-ce qu'il y a un seuil à partir de quel nombre d'heures Pour le risque des cancers, oui. Il y a un risque chez les bébés qui ont été longtemps exposés à la photothérapie. Non. Non, mais d'après les études, c'est un cumul d'exposition aux ultraviolets. Ça peut être les ultraviolets. C'est pas des ultraviolets, c'est la photothérapie. Ici, il parle bel et bien de la photothérapie et du risque d'avoir des cancers cutanés, d'avoir des cancers avec des tumeurs solides. En plus de ça, il y a une autre étude que je n'ai pas mise sur la présentation, c'est la relation entre la photothérapie et la libération de produits pro-inflammatoires. Donc il y a de l'inflammation et ça aussi, ça a été longtemps discuté. Est-ce qu'il a... Mais un effet, cause-effet direct, on ne peut pas le dire parce que même dans cette étude, ils n'ont pas exclu le fait toxique de la bilirubine elle-même. Vous voyez le rôle ou l'effet de la bilirubine elle-même qui peut être source de problèmes chez ces bébés. Donc, parce que l'étude, elle ne dit pas qu'à 100%, quelqu'un qui a reçu la photothérapie, il va avoir. Non, mais c'est comme si c'était un facteur de majorer le risque d'avoir... elle est associée à un risque, elle augmente le risque d'avoir des tumeurs solides chez l'enfant. Et même l'autre étude que je n'ai pas mise sur la présentation sur les pro-inflammatoires, il n'était pas formel parce qu'il y avait des nouveau-nés qui étaient issus de grossesse gémellaire et ils ont conclu que les facteurs pro-inflammatoires, ils étaient augmentés, sauf chez les jumeaux. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs génétiques, d'autres facteurs qui sont associés, mais tant qu'il y a un risque, il faut limiter le traitement aux indications, il faut limiter l'exposition à la photothérapie aux bébés qui en ont vraiment besoin. Et cela ne peut se faire que par la bilirubinémie sanguine, interprétée et répertoriée aux courbes de référence. Qu'est-ce que vous pensez même des pédiatres qui conseillent
l'exposition au soleil. C'est une catastrophe. C'est un message qui est erroné, c'est un message qui doit être banni. دابا بيدياتر ديجا قال لي على حساب لي بارون كيقول لك قال لي الطبيب C'est ديروا un message qui doit être تيجا من الشرق banni chez tous les personnels de santé. L'exposition au soleil, elle n'a pas de rôle dans l'ictère. D'ailleurs, je vous raconte une anecdote. On a reçu un nouveau-né qui était en encéphalopathie hyperbilirubinémique car un personnel au niveau de la maternité, lorsque la maman elle les a appelés pour dire qu'il est ictérique, elle leur a dit il faut faire une exposition au solaire. Donc, et par la suite, elle vient avec un bébé en encéphalopathie hyperbilirubinémique. Un ictère, s'il nécessite, il va nécessiter une thérapeutique et non pas les rayons de soleil. Pour le prélèvement bilirubin sanguin, est-ce qu'on doit les faire dans le même laboratoire? Bon, sincèrement, il faut travailler avec un laboratoire chez qui on a confiance. Donc, sincèrement, il faut travailler avec quelqu'un. Il fait le bilan, mais on ne pourrait pas dire que c'est le même laboratoire. Si la bilirubinémie elle est élevée, elle va être élevée chez X ou Y. Non, pour le suivi, est-ce qu'on le fait dans le même labo ou bien... On ne peut pas, surtout si on est dans le milieu privé, on ne peut pas indiquer les patients, le laboratoire. Ça devient un peu litigieux, pas éthique, suspect, effectivement. Le maximum de séances pour le Il n'y a pas de maximum de séances. Toutes les études, il n'y a pas de maximum et de minimum. On fait un geste et on évalue. On fait une thérapeutique et il faut par la suite évaluer pour être efficace. Si par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on est à 150 mg par litre et il faut une chose pour les laboratoires, il faut faire attention à l'unité. Micromol, c'est 7 fois plus que le milligramme. Et sur la courbe qu'on a, il faut savoir sur la courbe avec laquelle vous travaillez, il y a quelle unité. Par exemple, chez un bébé de HJ4, il a 150 mg. Je vois sur la courbe, il a besoin d'une photothérapie. Bien sûr, en prenant en considération quelle pathologie et le poids du bébé et tout ça. Je lui fais une séance. Je contrôle par la suite. La valeur que j'ai par la suite, il n'y a plus indication à la photothérapie. Donc j'arrête et je surveille. On ne peut jamais prévoir le nombre de séances. Ça, on ne peut jamais le prévoir parce qu'il y a des médecins qui disent on ne peut pas le prévoir à l'avance. Ça dépend de plusieurs facteurs. On ne peut pas le prévoir à l'avance. C'est une thérapeutique qu'il faut par la suite surveiller et évaluer. S'il y a encore une indication à une deuxième séance, j'indique une deuxième séance. S'il n'y a plus d'indication, et bien sûr, il y a l'effet, je n'ai pas parlé de l'effet rebond. Il y a des cas où, par exemple, si je donne l'exemple de l'incompatibilité Rhésus, à une séance de photothérapie flux-tunnel, et par la suite, je vais faire le relais par la photothérapie conventionnelle. Donc, c'est malade dépendant, étiologie dépendant. Le problème se pose beaucoup plus privé, parce que là, ils demandent pour la rémunération, pour leur prise en charge. Oui. Et c'est toujours à chaque fois de demander combien de séances ça va coûter. On peut donner une estimation, mais on ne peut jamais être sûr. Par exemple, l'ABO, il y a des cas d'ABO qui répondent très bien. Même s'il vient avec des chiffres qui sont élevés, il suffit d'une seule séance pour avoir... Il y a des cas qui ne répondent pas, surtout si c'est un ABO, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est associé à autre étiologie. Il y a le... L'appareil de photothérapie. Oui. Est-ce que je peux vous montrer une photo pour me dire Oui. est-ce que c'est du conventionnel? Oui. Il y a plusieurs types et avec l'avènement de les ampoules LED, il y a une nette amélioration. Ça, c'est le Bilibet. Oui, ça c'est pas la même efficacité que l'appareil. Intermédiaire, c'est pas conventionnel. C'est un peu moins conventionnel. Moins C'est un peu moins que la conventionnelle, ça donne pas beaucoup de chaleur. J'ai travaillé, je ne suis pas pédiatre, je suis généraliste, mais j'ai travaillé au néonat avec des pédiatres. C'est les Bilibet, c'est pas le tunnel, c'est pas la photothérapie intensive.
c'est pas la même chose que. Le problème avec Hado, c'est qu'il n'y a pas un système de chauffage. Et ils se refroidissent. Moi aussi avant de faire de l'enseignement, j'étais pédiatre de santé publique et j'avais le même souci et on était obligé de mettre un chauffage à côté pour. Oui, c'est très. C'est ça. S'il y a une indication, il vaut mieux l'envoyer dans une structure où il il peut. Un miroir qui reflète. J'ai déjà travaillé avec la période estivale, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais une fois on a la période d'automne, d'hiver, ça devient très difficile parce que c'est des bébés qui font de l'hypothermie. Oui, c'est ça. Mais لما ما كتلقاش لا بلاص في CHU ما كاينش لا goutte de lait. Donc on est obligé C'est un moyen de. Mais pour des chiffres très élevés, je vous assure que ça va. Sincèrement, moi ce que je fais quand on a un problème de ce genre, j'explique aux parents. On leur explique qu'il faut responsabiliser les parents parce que parfois ils se disent, ils peuvent se permettre d'aller faire ailleurs. Oui. Mais ce millibètre, moi j'ai déjà travaillé avec. Je peux encore laisser les questions à la fin. Oui, ok, d'accord. Deuxième approche thérapeutique, c'est l'exsanguinotransfusion. L'exsanguinotransfusion, elle consiste à échanger 2 à 3 fois la masse sanguine, bien sûr, en utilisant des produits sanguins labiles, les globulaires et le plasma frais congelé. Le rôle de l'exsanguino, c'est d'épurer le nouveau-né de la bilirubine, de l'hyperbilirubinémie, de l'épurer, d'éradiquer les anticorps maternels et aussi de corriger l'anémie si il y a une hémolyse élevée. L'indication de l'exsanguinotransfusion, là aussi, on doit se baser sur des courbes. Là, c'est des courbes, et c'est bien précis sur les courbes exsanguinotransfusion, qui aussi se basent selon le risque. L'hyperbilirubinémie, avec une indication à travers la courbe, c'est une indication. L'anémie inférieure à 10, là aussi, c'est une indication à l'exsanguinotransfusion. L'état d'anasarque, c'est une indication formelle. L'ictère avec hépatosplénomégalie et l'ictère avec signes neurologiques. Donc, lorsqu'il y a des signes d'encéphalopathie hyperbilirubinémique, il ne faut pas hésiter à faire une exsanguinotransfusion. C'est un geste qui est lourd. C'est un geste qui nécessite une certaine compétence professionnelle. Il utilise des produits sanguins labiles qui ne sont pas dénués de risque, avec risque de survenue de complications au moment ou après l'exsanguino, surtout la bradycardie, les apnées, les troubles hydroélectrolytiques, la thrombopénie et la survenue de l'entérocolite ulcéro-nécrosante qui a été rapportée dans plusieurs études. C'est bon pour l'exsanguino. On passe à la question du docteur. Donc, les immunoglobulines, c'est... Oui. Concernant l'exsanguino, oui. Moi j'ai entendu l'adage, quelques pédiatres qui disent la photothérapie intensive, l'exsanguino, c'est presque non. Même au CHU d'abord. Là, Allah, c'est samedi. Le samedi, j'étais de garde et j'ai fait une exsanguinotransfusion pour une incompatibilité résus révélée par un ictère précoce. Et quand j'étais chez le CHU, hein? Et pour vous rassurer encore plus, en 2022, j'étais à l'hôpital Reine Fabiola à Bruxelles. Et ça fait 3 ans ou 4 ans qu'ils n'ont pas fait de l'exsanguino. Et j'étais là, ils ont fait l'exsanguino. Moi, je me dis, oh, mais il y a l'exsanguino. Quand il y a une indication à l'exsanguino, il faut le faire. Hémoglobine, le nouveau-né chez qui on a fait l'exsanguino le samedi, à H2 de vie, il avait 10 d'hémoglobine, avec une bilirubinémie à 139. Est-ce que vous croyez qu'avec 139 de bilirubine à H2 de vie et une hémoglobine, ça veut dire que c'est une hémolyse qui a commencé déjà en période fœtale et qui continue encore. Quand il y a une indication, il faut le faire. Un état d'anasarque, vous allez le gérer par la photothérapie. Sauf que c'est un geste à 3 heures de travail. Il faut une certaine compétence pour le faire. Mais quand c'est indiqué, c'est indiqué.
Non, c'est pas juste. Non, c'est pas juste la bilirubinémie. Ça permet d'épurer le sang des anticorps maternels. Donc ça va stopper l'hémolyse. C'est vrai, c'est pas à 100%, mais au moins ça va stopper une grande partie de l'hémolyse. Ça permet de corriger l'anémie parce qu'on peut faire un bilan positif après une exsanguino. Et bien sûr, ça permet de débarrasser le corps de l'hyperbilirubinémie. Quand c'est indiqué, c'est indiqué. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que lorsque vous voyez les courbes, c'est des courbes qui datent de 2022 dans les guidelines de l'American Academy de pédiatrie. Donc, si c'était pas nécessaire, ما كانوش غيخرجوا les courbes ديالها. Concernant une dernière question. Oui, bien sûr. L'appareil nous reste un peu là. Donc, il y a un glucomètre qui peut mesurer combien le verre reçoit. En fait, je l'ai mesuré. Donc, ça donne 34 microwatts l'unité, peu importe. Donc, les guidelines, si vous l'excitez à plus de 30, tu es déjà dans l'intensive. Bon, je sais pas, concernant l'appareil. Moi aussi, j'ai travaillé avec dans un hôpital public. C'est pas une photothérapie intensive. D'accord? Donc, on arrive aux immunoglobulines. Donc, déjà, les immunoglobulines, ils figuraient dans les recommandations il y a une vingtaine d'années, dans les recommandations de l'Académie américaine de pédiatrie. Ils recommandaient l'utilisation des immunoglobulines intraveineuses, polyvalentes intraveineuses, avec administration, que ce soit répétée si nécessaire, comme traitement d'appoint dans la gestion de l'incompatibilité fœto-maternelle érythrocytaire. Donc, en association, bien sûr, toujours avec la photothérapie. On ne peut pas se permettre de faire des immunoglobulines sans les associer à la photothérapie. Donc, l'indication, c'était l'ictère hémolytique par incompatibilité Rhésus ou l'ABO non contrôlé par la photothérapie intensive. Aucune recommandation n'est fournie pour les incompatibilités anti-C et anti-E. Comment ils agissent, ces immunoglobulines? Les immunoglobulines, ils vont rentrer en compétition avec les anticorps. Ils vont bloquer les récepteurs au niveau des globules rouges pour éviter la phagocyte et l'hémolyse. C'est le mécanisme d'action des immunoglobulines. Plusieurs études ont été menées pour voir l'efficacité de ces immunoglobulines. Et comme vous voyez, pour ces études, il y a une diminution de la durée d'hospitalisation, de la durée de photothérapie, et il y a une diminution toujours, quel que soit le groupe qu'on voit ici, il y a une diminution de la durée de la photothérapie d'hospitalisation avec l'utilisation des immunoglobulines. Pour la dernière étude, c'est pour la posologie, ils ont comparé avec 0,5 g par kilo et 1 g par kilo. Ils n'ont pas trouvé de différence. En augmentant la dose, on n'a pas plus d'effets retenus des immunoglobulines. Au service, nous avons aussi une expérience avec les immunoglobulines. C'est un article qui a été publié et c'est une étude qui a été menée par l'équipe du service. Et nous aussi, dans notre série, on a eu une diminution des nombres significatifs des nombres de séances de photothérapie. On a eu une diminution du nombre de l'exsanguinotransfusion, de la durée d'hospitalisation, mais pour la transfusion, il y a eu une majoration parce qu'on sait très bien que les immunoglobulines, ils peuvent les bébés qui bénéficient des immunoglobulines, ils peuvent avoir besoin de ce qu'on appelle une transfusion tardive. Ils font de l'anémie tardive. Et il y a eu aussi une diminution des complications liées à l'exsanguinose. On a comparé deux groupes. Un groupe qui a reçu des immunoglobulines et l'autre groupe qui n'a pas reçu d'immunoglobulines. Donc l'efficacité, elle est là, des immunoglobulines, mais à condition. Il faut un dosage qui est soit le 0,5 ou 1 g, c'était identique. La dose élevée n'a pas plus de bénéfices. Et l'American Academy de pédiatrie, elle préconise d'utiliser la dose la moindre, donc c'est le 0,5. Il y a des effets secondaires aux immunoglobulines, donc nécessité d'une surveillance attentive du débit de perfusion.
garder les nouveau-nés sous surveillance pendant toute la durée de la perfusion. Et bien sûr, il faut une hydratation avant la perfusion des immunoglobulines. Et entre parenthèses, les immunoglobulines ne peuvent pas être utilisées sur une voie centrale. Donc toujours une voie périphérique. Les effets indésirables, c'est la tachycardie, l'hypotension, les réactions cutanées, la fièvre, l'insuffisance rénale, la thrombose veineuse et elles sont incriminées dans la survenue d'entérocolites. Pardon, pourquoi on ne donne pas par boisson C'est comme les produits sanguins labiles. On ne peut pas transfuser sur un cathé. Donc c'est la même chose. Donc il ne faut pas l'utiliser sinon il faut une voie veineuse périphérique pour utiliser les immunoglobulines. Les immunoglobulines, ils sont contre-indiqués lorsqu'il y a une indication à l'exsanguinotransfusion. Donc ils ne peuvent pas remplacer l'exsanguinotransfusion. Donc lorsqu'il y a une incompatibilité résus avec une hémolyse très sévère, donc avec hémoglobine inférieure à 10, lorsqu'il y a un état d'anasac ou lorsqu'il y a une indication d'emblée à l'exsanguinotransfusion, les immunoglobulines n'ont pas de place. On arrive à l'albumine. Donc, on a parlé tout à l'heure de la... Oui. On donne 0,5 g par kilo qui est renouvelable le lendemain, par exemple, après contrôle de la bilirubine. Si nécessaire, on la renouvelle. Sinon, on suit les recommandations de l'American Academy et on se limite à la dose minimale. L'albumine, on a vu tout à l'heure que l'albumine, la bilirubine, elle existe sous deux formes, liées à l'albumine et non liées à l'albumine. Et cette fraction non liée à l'albumine qui est neurotoxique. Donc, l'hypoalbuminémie, c'est un facteur de risque d'ictère grave. En théorie, on trouve qu'une perfusion d'albumine avant sanguine, avant la photothérapie, elle réduit le taux de bilirubine. Donc, il y a une augmentation à la fois de la photothérapie et de l'exsanguinotransfusion, mais elle ne figure pas dans les recommandations. Autres thérapeutiques utilisées, le phénobarbitol ou le colifibrate. Pour ces deux thérapeutiques, il faut encore des études pour prouver l'efficacité et eux aussi, ils ne figurent pas dans les recommandations. Donc, on a fait un peu le tour des thérapeutiques en matière d'ictère néonatal et surtout ictère à bilirubine libre. Et il y a cette enzyme qui avait une relation avec le microbiote. Et on a remarqué que de plus en plus d'études qui rattachent la survenue d'ictère néonatal avec une dysbiose. Donc, l'ictère néonatal, il a une relation avec la dysbiose. Il y a une altération du microbiote chez les nouveau-nés qui présentent un ictère néonatal et qui présentent une hyperbilirubinémie, d'où la suggestion de thérapeutiques prometteuses pour le management du ictère néonatal. Donc, l'hyperbilirubinémie, elle est rattachée à des modifications du microbiote intestinal chez les nouveau-nés atteints d'hyperbilirubinémie. Donc, il y a des altérations, il y a de la dysbiose avec abondance, comme vous le voyez, d'Escherichia coli et de staphylocoque chez les bébés qui présentent de l'hyperbilirubinémie. Donc, ces études impliquent qu'il faut avoir des stratégies pour voir est-ce qu'il y a une relation, est-ce qu'il y a des issues thérapeutiques à travers les régulateurs de microbiote. Donc, et là, c'est une étude qui a été menée et qui a été publiée récemment en 2024 où on suggère qu'il y a un effet des probiotiques pour la réduction du recours à la photothérapie chez les nouveau-nés en période néonatale. C'est une étude qui a été longtemps menée et qui a prouvé que les probiotiques pouvaient avoir un rôle dans la diminution de l'hyperbilirubinémie.
Donc, les études récentes parlent des régulateurs, du rôle des régulateurs du microbiote dans le traitement et la prévention de l'ictère néonatal avec la diminution de l'hyperbilirubinémie ainsi que le recours à la photothérapie. Certes, ils ne vont pas agir sur l'étiologie, mais ils vont améliorer le microbiote et par conséquent, ils vont diminuer l'hyperbilirubinémie. Actuellement, il n'y a pas de recommandation actuelle, mais les résultats des études sont prometteuses. Il y a même une étude qui a été menée sur 1043 nouveau-nés qui a étudié le rôle du Bacillus clausi en néonatologie et surtout chez les nouveau-nés qui ont de l'ictère, que ce soit des nouveau-nés en préterme ou des nouveau-nés à terme, et ils ont conclu dans le groupe qui a bénéficié systématiquement de Bacillus clausi, il y a une diminution de la photothérapie, de la durée de photothérapie et par rapport au groupe contrôle. Donc, cette étude, elle montre que l'utilisation de Bacillus clausi permet de réduire significativement la durée et l'indication de la photothérapie. Ils ont même suggéré le fait que l'utilisation du Bacillus clausi doit être généralisée chez les nouveau-nés afin d'éviter le recours à la photothérapie. Certes, c'est des études qui sont prometteuses, mais il faut attendre un peu pour avoir l'efficacité de ces études. Il y en a même voilà une autre étude sur le Bacillus clausi. Donc là, ils ont prouvé qu'il y a un rôle dans le management de l'ictère néonatal chez les nouveau-nés qui présentent, donc c'est une prophylaxie. Ils ont donné comme préventif le Bacillus clausi pour réduire la durée et le recours à la photothérapie chez les nouveau-nés. Et en plus, si vous voyez la dernière phrase, no adverse effects reported, c'est-à-dire sans effets indésirables qui ont été reportés, donc une certaine sécurité d'utilisation. Il y en a ceux qui ont allé plus loin et comme le microbiote intestinal du nouveau-né, il a un rapport avec le microbiote intestinal maternel, ils ont utilisé les probiotiques pour réguler le microbiote intestinal chez la mère pour avoir un bon microbiote chez le nouveau-né et contrôler l'hyperbilirubinémie. Très intéressant chez les enfants qui sont le microbiote, effectivement. Donc, en conclusion, l'ictère néonatal, c'est un symptôme qui est très fréquent en néonatologie. Il peut être révélateur d'une pathologie grave, d'où la nécessité d'une surveillance rigoureuse les premiers jours de vie. Cette surveillance rigoureuse, elle doit être accompagnée d'une démarche diagnostique qui est raisonnée et d'une approche thérapeutique bien codifiée. Les thérapeutiques actuelles, les études actuelles rapportent des thérapeutiques qui sont prometteuses, telles que les immunoglobulines et leur rôle. Et voilà, actuellement, on parle beaucoup plus de probiotiques et les régulateurs de microbiote intestinal qui semblent avoir un rôle dans la gestion de l'hyperbilirubinémie. Merci pour votre attention.